Bonjour à toutes et tous, ravi d'être là. On essaiera à la fois d'être complet et pas trop technique non plus, enfin le plus informatif possible. C'est un sujet très vaste sur lequel on travaille depuis longtemps, notamment nos deux associations, mais aussi effectivement beaucoup d'autres qu'on aura l'occasion de mentionner. Donc voilà, Henri, je te laisse Eh aussi. bien, aussi, bonjour à chacune et chacun de vous. Merci d'être présents ce matin, nombreux. Ça fait du bien aussi de voir que sur ce thème, on peut être nombreux à s'en préoccuper, à regarder les choses. Euh, En fait, vous allez voir, je pense que le message, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a une accélération des lois et des pratiques qui conditionnent de plus en plus les droits, qui fait d'une certaine façon, n'ayons pas peur du mot, la chasse aux pauvres et qui considère que la dépense sociale est une dépense à perte. Et c'est un peu ce qu'on va vous dire, c'est il faut remonter un peu la pente pour, euh, pour expliquer tout ce qui se passe et essayer quand même des pas pour produire du changement. Et ensemble, avec les associations, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Donc on va tenter de vous expliquer tout ça en présentant effectivement le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate, Secours catholique comme ATD, les taux de non-recours qui sont élevés sur l'ensemble des dispositifs. Vous verrez de temps en temps, on parle peut-être beaucoup du RSA, mais il y a beaucoup de dispositifs sur lesquels il y a des non-recours. Et aujourd'hui, euh, on observe en même temps, parallèlement, alors qu'il y a du non-recours, on observe qu'il y a une focalisation qui est marquée sur la lutte contre la fraude, pour le contrôle, qui s'est traduite dans les textes depuis 2 ans de manière importante. Premier aspect que l'on a constaté, bien sûr, c'est la conditionnalité accrue des droits, c'est-à-dire que de plus en plus, à l'accès d'un droit, non seulement cet accès est assez compliqué, on le verra, mais il est aussi conditionné à des éléments à la fois observables et à la fois d'attitude des personnes. C'est-à-dire on attend des personnes un certain nombre d'attitudes et on conditionne ces droits à ces attitudes. Le premier aspect qu'on remarque, c'est avec la loi plein emploi. Je vous rappelle, la loi plein emploi, c'est décembre 2023. Elle présente pour l'accès au RSA et aux allocations chômage les contraintes ou les conditions, 15 heures d'activité obligatoire, 15 heures hebdomadaires d'activité obligatoire, obligation d'inscription à France Travail. Alors, pour les allocataires du RSA, c'est un point important parce que l'inscription à France Travail n'était pas obligatoire. Elle devient obligatoire et elle devient obligatoire pour le conjoint qui, lorsque le RSA est familiarisé, est présent. Et donc, il faudra qu'il ait aussi cette contrainte de s'inscrire à France Travail, de faire les 15 heures d'activité obligatoires par semaine, hebdomadaire, et en plus, donc, depuis mai 2025, un décret est venu, un décret sanction, sanction remobilisation, c'est-à-dire que si on considère, France Travail ou les départements considèrent que vous n'êtes pas assez actif vis-à-vis de votre retour à l'emploi et vis-à-vis du contrat d'engagement, eh bien, on peut suspendre des droits des personnes de 30 à 100% des droits. On peut suspendre ces droits euh, pour le fait de ne pas remplir les conditions qui s'attachent à ce droit. Donc cette conditionnalité qui est venue, qui est arrivée au niveau du RSA, elle est très significative du mouvement actuel des lois et des règlements sur l'accès aux droits et la conditionnalité des droits. Delphine, Alors, oui, d'une à toi. manière générale, effectivement, on observe un renforcement du contrôle et des sanctions. Je dirais presque qu'il y a même un peu une obsession, en fait, de la chasse voilà, aux fraudes, alors que, en fait, bien souvent, il s'agit d'erreurs, il s'agit de méconnaissance des formalités à remplir, oubli, voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir, tout le stress qu'il y a derrière pour toutes ces personnes. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, il y a cette obsession, elle s'est notamment traduite par une récente loi
sur la fraude sociale et fiscale. Enfin, on a beaucoup entendu social surtout, et on a beaucoup entendu surtout social et allocataire. Alors qu'en fait, l'immense majorité de la fraude sociale, en fait, elle n'est pas due aux allocataires. Elle est due aux professionnels ou bien aux mafias organisées, évidemment. Voilà, donc en tout cas, une loi qui vient d'être promulguée et qui renforce encore les contrôles, qui voilà, vraiment, disons, est très attentif à augmenter les pénalités, les suspensions, enfin, qui vraiment nourrit en fait la suspicion et donc aussi bah, peut-être aggrave le non-recours, enfin décourage en tout cas un certain nombre d'allocataires. En tout cas, c'est ça qu'on observe, un durcissement de la logique répressive et aussi ça se traduit dans les propos très stigmatisants en fait pour les personnes. Dans ce contexte aussi, il y a ce projet qui, de peut-être de plus large, de reconfiguration du système social, en tout cas d'une partie du système social. Alors ça fait longtemps hein, qu'on en parle de cette idée de regrouper davantage les allocations. Aujourd'hui, ça s'appelle un projet d'allocation sociale unique, ASU. Voilà. Alors, on ne sait pas très bien où on en est parce qu'on nous l'annonce et puis finalement, il n'est pas inscrit lors du jour du Conseil des ministres et puis on en reparle. Voilà. Donc, on ne sait pas très bien finalement si véritablement il va être inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Mais ça nous inquiète, ce projet de loi. Alors, en quoi il consiste? En fait, c'est un projet de loi qui veut regrouper en fait en un dispositif unique trois prestations majeures, le RSA, la prime d'activité et les APL, avec un budget constant. Donc, on sait qu'il y aura peut-être des gagnants, mais aussi des perdants. L'idée quand même n'est pas tant la simplification ou la recherche du non-recours. Hein. Il y a aussi toujours l'idée de attention, il faut que le travail paye, et ça, tous d'accord avec ça, bien entendu, mais il y a toujours l'idée qu'il y ait vraiment un gros delta finalement entre ce revenu minimum garanti, ce revenu minimum, qui n'est pas garanti d'ailleurs, et les revenus issus du travail. Voilà. Donc, en plus, il nous manque évidemment beaucoup d'informations parce que tout ça, on nous renvoie à des décrets d'application qui ne sont pas connus évidemment. Et voilà, donc beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes autour de ce projet. En Grande-Bretagne, ils ont essayé de mettre ça en place et c'était un gros échec. Donc voilà, à suivre en tout cas. Ce qu'on constate en tout cas sur le terrain, c'est une augmentation des personnes en difficulté dans leur démarche administrative. C'est complètement corroboré par le dernier rapport du Défenseur des droits. Beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Il y a une augmentation des saisines du Défenseur des droits, notamment localement. On est passé donc de 39 à 61% de nombre de personnes en 10 ans. Et c'est vrai qu'au-delà du RSA, de la prime d'activité, on voit bien, nous, dans nos permanences d'accueil, qu'il y a vraiment une augmentation. En tout cas, le taux de non-recours, qui pourtant est connu, qui est admis, enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui est uniquement porté par les associations, ne diminue pas aussi bien la complémentaire santé solidaire, voilà, toutes les allocations, enfin les non-recours, les taux de non-recours ne diminuent pas, ce qui est quand même un peu invraisemblable en fait. Alors bien sûr, hein, il y a aussi au-delà des fraudes et enfin, la lutte contre la fraude, des saisines, il y a bien sûr toute cette difficulté liée au numérique, la complexité des démarches, etc., qui en fait n'ont absolument pas diminué. Alors, il y a une autre réforme qui a été mise en place il y a un peu plus d'un an, c'est le versement à la source, qui peut aussi, qui pouvait être assez prometteur en fait pour lutter contre le non-recours, le non-accès aux droits. L'idée de cette réforme, c'était de pré-remplir en fait automatiquement les déclarations trimestrielles de ressources des allocataires du RSA et de la prime d'activité, donc en rapatriant en quelque sorte en fait les ressources connues par l'État.
Et du coup, ben, automatiquement, on pouvait calculer si la personne avait droit au RSA, à quel niveau, de même la prime d'activité. En fait, les bénéficiaires, en principe, n'ont qu'à vérifier et à valider les ressources. Donc, effectivement, c'est plutôt positif, ça. La CNAF a l'air de juger les premiers résultats assez bons. Toutefois, pour l'instant, en tout cas, le taux de non-recours, il ne diminue pas. Et il y a quand même une vraie difficulté pour les personnes qui ne sont pas encore connues des services, en fait, donc qui ne sont pas encore allocataires, mais qui pourraient y avoir droit, où là, il y a quand même une vraie difficulté pour les identifier. Voilà. Et sur le troisième point, les contrôles multiples, c'est quelque chose qu'on veut marquer aujourd'hui avec vous, ou discuter avec vous aussi, échanger avec vous. En réalité, il y a plein de couches successives de contrôles qui s'ajoutent, qui s'additionnent, et on ne se rend pas compte, parce que les institutions sont un peu cloisonnées, arrivent sur la même personne. C'est-à-dire que la même personne peut être sujette finalement à beaucoup de contrôles. On peut avoir un contrôle CAF pour ses prestations, pour des erreurs sur sa déclaration trimestrielle. On peut avoir un contrôle désormais de France Travail qui viendra notamment le contrôle le retour à l'emploi et puisque maintenant vous êtes toujours inscrit à France Travail, donc on va demander si votre recherche en emploi est active, comment vous y faites. On va même éventuellement vous dire vous n'avez pas les bonnes attitudes pour rechercher un emploi. On va avoir un contrôle, on va avoir des contrôles que les départements se réservent, hein, contrôles qui peuvent être des contrôles aussi de juste droit, alors qui sont difficiles à comprendre parce qu'ils s'ajoutent au contrôle de la CAF et puis au contrôle aussi des départements que les départements veulent faire au niveau du contrat d'engagement, au niveau de l'activité des personnes. On l'a vu, l'affaire dans le Finistère, où effectivement il y a 8 personnes qui ont porté plainte pour harcèlement vis-à-vis des services des départements, du département du Finistère, montre un peu cet accroissement. Alors moi, je voulais dire aussi que on reçoit beaucoup de témoignages. C'est surtout ça que l'on peut dire. On reçoit beaucoup de témoignages. On l'a fait dans le cadre d'enquêtes du RSA, mais moi, j'ai aussi beaucoup de témoignages de militants, de personnes d'ATD, du groupe aussi d'expérience sur une formation Osons les savoirs de l'expérience de l'exclusion. Et j'ai beaucoup de témoignages en fait qui disent voilà, on m'a téléphoné pour me demander où en est ma recherche de travail, on m'a téléphoné pour savoir si j'étais inscrit à je veux aider.gouv, on m'a parce que c'était dans mon contrat d'engagement. Donc voilà, on me demande maintenant des précisions sur ma déclaration de ressources. J'ai peut-être un contrôle d'assurance maladie aussi sur l'arrêt de travail. En fait, cette juxtaposition des contrôles, cette multiplication des contrôles crée un énorme stress pour les personnes. À mon avis, il est assez inefficace d'ailleurs. De l'autre côté du guichet aussi, parce qu'on ne résout pas beaucoup de problèmes dans ces aspects-là. Et cette multitude fait qu'il y a un effet presque, j'allais dire, cocktail finalement pour les personnes. Et vraiment, les témoignages, c'est que les personnes qui commençaient à évoluer et tout, lorsque arrive un contrôle, c'est assez épouvantable à ce moment-là. Et comme les délais sont raccourcis, vous devez répondre dans les 10 jours, on voit que beaucoup de personnes sont déjà très atteintes par le contrôle, n'arrivent pas du tout à répondre dans les 10 jours, ont besoin d'assistance et de conseils. Et j'ai l'impression aussi que de l'autre côté du guichet, ça met tout le monde mal à l'aise aussi de la part des professionnels qui assurent ces contrôles. Donc, c'est l'une des phases qu'on voulait signaler. Il y a un taux d'alerte finalement qui nous semble important à signifier, qu'on ressent dans les témoignages. Voilà. On peut continuer, Delphine, et c'est à toi. Alors, c'est vrai qu'on est depuis début 2025, le Pacte du pouvoir de vivre et plusieurs collectifs associatifs ont engagé un dialogue de travail avec la CNAF. Je voudrais les citer notamment. Il y a le collectif Alerte, Changer de cap, le collectif Droits sociaux, et puis des associations qui y sont aussi tout en étant membres de plusieurs collectifs comme l'APF, Amnesty, la Fondation pour le logement. Donc c'est
c'est quand même un dialogue positif. C'est même, je dirais, peut-être le seul endroit où on a vraiment l'impression de pouvoir dialoguer, alors que les dialogues avec le gouvernement sont souvent très compliqués avec tous ces changements ministériels et puis cette difficulté aussi à se faire entendre en fait hein, sur les questions de pauvreté. Le dialogue avec la CNAF, il a été en tout cas très nourri et constructif. Bon, pas encore avec pas forcément tous les résultats encore évidemment qu'on souhaiterait. On a pu faire remonter en tout cas tous ces dysfonctionnements qu'on observe sur les indus, les suspensions, le non-recours, toutes ces incohérences aussi dans les courriers euh, ou dans le non-accès en fait à des interlocuteurs à la CNAF, dans les CAF, etc. Donc l'objectif, c'était vraiment de leur faire prendre conscience que voilà, il y avait tous ces dysfonctionnements et de voir comment on pouvait améliorer les pratiques, la compréhension aussi des droits sociaux, parce que on s'est aperçu aussi qu'il y avait des problèmes de définition, suspension et indu, c'est pas la même chose. Enfin, suspension et interruption du versement. Nous-mêmes aussi, on a mieux compris les contraintes aussi des agents et voilà, on a obtenu un certain nombre de choses vraiment intéressantes. Peut-être je signalerais aussi, là c'est pas dans le cadre du travail avec la CNAF, mais c'est quand même le pacte du pouvoir de vivre qui est engagé là-dessus. Ça mérite d'être souligné. Vous savez qu'il y a une expérimentation de 39 dans 39 territoires de territoires zéro non-recours, une expérimentation qui est assez intéressante. Et les membres du pacte du pouvoir de vivre sont dans différents territoires investi en tout cas dans ce travail avec tous les organismes locaux, les institutions, CCAS, préfecture, etc. Et même le pacte du pouvoir de vivre est à l'origine en fait de la candidature d'une expérimentation à Récamarie près de Saint-Étienne avec un travail avec des groupes d'habitants notamment et vraiment une expérimentation très intéressante. Ça méritait d'être voilà d'être signalé. Alors du coup, on a eu les premiers résultats obtenus. Euh, c'est toi peut-être, Henri? C'est normalement toi, Delphine, mais je veux C'est bien. moi. Alors, Vas-y. bah alors on se complète. Voilà. Ouais. Alors on a obtenu d'abord le lancement d'un audit en fait sur les suspensions de droits. Il y a des suspensions de droits qui se font de manière automatique, hein, et puis d'autres qui sont manuelles, c'est-à-dire faites par des agents. Donc ça, c'était intéressant. Bon, à ce stade, l'audit n'a porté que sur les suspensions automatiques, mais c'est quand même 50% des suspensions. Et la CNAF nous a même remercié en fait, parce que eux-mêmes, ils ont pris conscience en fait de dysfonctionnements donc qu'ils ne connaissaient pas en fait, qu'ils n'avaient pas pris en compte, notamment dans des courriers, dans la gestion de situations dites prioritaires. Voilà, donc il y a vraiment eu un travail assez approfondi de leur part là-dessus. Ils ont reconnu ces difficultés, ils se sont engagés à élaborer un plan d'action pour voilà qui a commencé à être mis en place, mais enfin qui n'est pas encore totalement lancé. Mais il y a des choses en fait qui ont été mises en œuvre et ça c'est quand même assez satisfaisant pour nous. Et ce qu'on peut Euh, dire, Delphine, ce qu'on peut oui, dire, c'est qu'il y a une meilleure harmonisation des différentes CAF parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des oui. pratiques extrêmement différentes et des courriers extrêmement différents. Donc, il y a une harmonisation et qui va peut-être dans le bon sens. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup insisté sur l'effet que ça produit pour les allocataires. Et finalement, cette harmonisation, elle est quand même, j'espère, ressentie dans la pratique des différentes CAF qui font beaucoup plus attention aux situations et aux courriers liés aux suspensions qui étaient très peu explicités. Bon, malgré tout, on va retrouver encore des témoignages sur ces sujets-là, mais c'est important de dire que voilà, les CAF n'étaient pas à jour sur ces questions-là encore. Et d'ailleurs, en fait, elles ont une certaine autonomie, en fait, toutes ces CAF. En fait, il faut pas croire que
les pratiques sont différentes en fait d'une CAF à l'autre et c'est ça aussi qui rend les choses assez complexes, quoi. Donc, donc le travail, il va continuer. On a aussi, il y a eu aussi donc un travail de définition et puis on a obtenu, bon, c'est pas grand-chose, mais symboliquement quand même, on le demandait depuis des années, le fait que finalement, si votre frère est au RSA et que vous lui donniez, vous faisiez un petit versement pour l'aider ou un chèque, ben, automatiquement son RSA en fait il était diminué d'autant. Ce qui était quand même assez choquant. Alors, si vous lui donniez en liquide, c'était différent, bien entendu. Donc là, on a obtenu que voilà, les aides ponctuelles de soutien familial, amical ne sont pas pris en compte pour le calcul du RSA. C'est assez positif. Par contre, si l'allocataire du RSA a des petits produits d'épargne, on imagine bien que ça va pas être énorme, intérêt livret A par exemple, ça, par contre, ça vient en déduction du RSA. Là-dessus, on n'a pas obtenu satisfaction. Sur ce point, je peux ajouter aussi que l'on fait un plaidoyer aussi pour la rémunération des jeunes qui sont au sein du foyer lié au RSA, et notamment pour les apprentis, puisque le premier centime perçu par le jeune apprenti dans un foyer RSA, ce premier centime est compté dans le calcul des ressources. Ça nous semble tout à fait anormal au regard même des règles pour les personnes pour les autres foyers. Et donc, on a fait un plaidoyer sur cette question-là pour que les rémunérations des jeunes dans le foyer RSA, les premières rémunérations ne soient pas comptées comme ressources ou voilà ou pour un temps. Et ce point est important parce que des jeunes en apprentissage, première rémunération d'apprentissage, 500 euros, ça rentre dans les ressources du foyer et immédiatement il y a un décompte du RSA et ça, c'est vraiment extrêmement mal vécu, extrêmement mal ressenti aussi pour les jeunes qui essayent de s'en sortir et pour leur famille. Voilà, on a fait ce plaidoyer. Pour l'instant, on n'a pas obtenu gain de cause. Peut-être que c'est du domaine aussi réglementaire, on verra, mais on continue sur ce plan-là. Oui, et puis alors Ensuite, évidemment, les départements ne sont pas du tout favorables à ce genre de mesures, effectivement, qui euh, leur coûte plus cher, quoi. Donc, c'est pas la CNAF qui est uniquement décisionnaire, évidemment. voilà. Donc le dernier point aussi de notre intervention et intervention aussi avec le pacte du pouvoir de vivre, c'est que la CNAF a donc proposé la constitution d'un comité d'éthique et dans ce comité d'éthique a proposé que un collège des associations soit représenté dans ce comité d'éthique. Il y a un collège d'experts, un collège lié au conseil d'administration de la CNAF, un collège des associations. C'est un point important. C'est la première fois, en fait, que d'une certaine façon, d'une manière très précise, un collège d'associations est présent dans le comité d'éthique. Je suis membre de ce comité d'éthique au titre du pacte du pouvoir de vivre. Alors évidemment, on n'est pas dupe. Le comité d'éthique a été une première réaction à la contestation de nombreuses associations sur les algorithmes de contrôle, la première génération d'algorithmes de contrôle. Et on sait, bien sûr, ça peut être ça. Maintenant, la CNAF a effectivement, dans ce comité d'éthique, décidé d'échanger vraiment de manière très ouverte son travail et aujourd'hui sur la question de la numérisation, sur la question des algorithmes et sur la question de l'intelligence artificielle. Alors, on est au début. Moi, je me suis largement rendu compte effectivement de l'importance aujourd'hui des algorithmes. Alors, c'est un peu technique, mais on voit bien que face à une pression du gouvernement, d'ailleurs, sur la CNAF, pour aller de plus en plus vite, il y a une industrialisation des process. Et finalement, cette industrialisation, elle se fait de deux façons, par des algorithmes qui sélectionnent. Voilà. Donc, algorithmes de contrôle. On a aussi des algorithmes aujourd'hui à France Travail pour faire de l'orientation ou pour donner des points aux personnes susceptibles
d'avoir des sanctions. Donc on voit que le système algorithmique prend une part très importante. Et ce qui est intéressant au niveau de la CNAF, c'est qu'elle a publié ses codes, c'est-à-dire qu'elle a publié les fondements de son algorithme, ce qui est assez rare d'ailleurs pour l'instant, euh, et a aussi essayé de démontrer que elle ne faisait pas de discrimination au sein de son algorithme. Après, c'est une question assez technique euh, pour parler de ça, mais je pense que la première marche de donner ses codes, de donner son algorithme a été assez intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur l'intelligence artificielle et le développement de l'intelligence artificielle au sein des CAF. Et là aussi, c'est un sujet qui va venir parce que c'est un sujet de plus en plus développé pour analyser les dossiers des allocataires, voire même pour converser avec eux à travers de l'intelligence artificielle. Et finalement, il faut se donner des règles précises avant d'utiliser ces outils. Et ce qu'on essaie d'évoquer à chaque fois, c'est la relation humaine qui est à privilégier dans un contexte qui veut développer cette numérisation, ces systèmes d'intelligence artificielle, et que ces systèmes-là ne peuvent être que en appui d'une relation humaine fondée sur la confiance, sérieuse au niveau de l'examen des dossiers. Donc finalement, c'est cette façon de croiser les données, d'utiliser malgré tout une numérisation, mais une numérisation qui est vraiment avec un objectif de valeur humaine et d'échange humain. Alors voilà, on continue, on fait ce travail avec les associations sur ces questions-là. J'espère que ça portera un peu plus ses fruits. La Voilà, peut-être. diminution des indus, Delphine, ouais, tu peux en dire un Oui, petit oui, on mot va peut-être laisser la place ou aux aller. questions, mais voilà, les demandes en cours, hein, ben c'est résumé là. Effectivement, prévention, diminution des indus. On a demandé à obtenir les résultats d'une enquête donc, qui a été réalisée sur 10 000 allocataires. C'est sûrement intéressant. Donc, pour l'instant, on n'a pas les résultats. Toutes les questions sur la transparence et l'accès à l'information dont Henri vient de parler. Donc ça, on continue le plaidoyer sur l'accès aux instructions, aux données de gestion de la CNAF, la publication du suivi législatif. Bon, c'est un peu technique, on va peut-être passer rapidement là-dessus, mais voilà, tout est suivi de près et on gratte en fait, voilà, sur chaque tout ce qui pourrait en fait permettre de diminuer ces non-accès, ces suspensions, ces indus, voilà, qui n'ont pas lieu d'être. Euh, voilà. Et pour peut-être pour conclure avec Delphine ensemble, ce qu'on peut dire, bon, effectivement, on continue à travailler sur la réforme du RSA. On va travailler sur un rapport qu'on produira à la rentrée, Secours catholique, ATD Quart Monde, Equitas. Donc, un gros travail aussi à partir de nombreux témoignages que nous avons eus. On poursuit le recours devant le Conseil d'État contre le décret sanction, un recours qui a rassemblé de nombreuses structures, 26 structures à la fois associatives et les syndicats. Donc recours auprès du Conseil d'État contre le décret sanction. On n'a pas encore à quel moment sera examiné notre recours, mais c'est important. Et dans le cadre du RSA aussi, on va organiser des journées le, le, le 3 et 4 décembre 2026. Donc, on vous informera, je pense, aussi via le PPV. Vous pourrez recevoir l'invitation à la Bourse du Travail de Paris pour justement faire émerger un peu tous les constats que l'on fait au niveau du RSA et de cette réforme. Et rappeler, en fait, avec Delphine, que ce qu'on demande, c'est vraiment la constitution de droits sociaux beaucoup plus stables, beaucoup plus moins conditionnés, plus consolidée et une approche globale de la lutte contre la pauvreté qui ne se limiterait pas, parce qu'on a vraiment un biais aujourd'hui. L'approche de la lutte contre la pauvreté, c'est uniquement le retour à l'emploi. Et on peut bien comprendre que ce n'est pas du tout uniquement le retour à l'emploi qui permettrait d'avoir une approche vraiment de lutte globale contre la pauvreté. Voilà, Delphine, j'ai fait un peu accélérer pour la fin, Très bien. mais pour rester sur les Je, questions de chacun voilà. et chacune. Merci. Merci à tous les deux pour
cette présentation très claire et très concrète aussi, ce qui est voilà toujours très très utile. Merci beaucoup. Donc on va passer en effet aux questions. On a un peu plus de 10 minutes. Donc encore une fois, vous pouvez poser vos questions dans le petit chat. Il y en a déjà quelques-unes. Juste avant ça, compléter. En effet, vous avez évoqué les organisations investies dans le groupe de travail. Il y avait Equitas, il y a aussi la Fédération des acteurs des solidarités et puis la CFDT qui est dans ce petit, voilà, ce petit groupe qui réfléchit et qui est en lien avec la CNAF. Alors peut-être vous transmettre une première mentionner sur la suggestion d'Equitas qui est dans le chat le collectif Il faut que jeunesse se fâche qui a fait une tribune qui Oui. s'exprime aussi voilà sur la précarité des jeunes. Voilà. Alors, peut-être vous partager une première question sur l'impact de cet accroissement des contrôles sur la qualité des relations d'accompagnement entre les travailleurs sociaux et les bénéficiaires. C'est quelque chose que vous avez observé, que tu as évoqué notamment Henri. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est une dimension qui voilà, est intégrée dans les dialogues, notamment avec la CNAF? En tout cas, oui, bien sûr, c'est abordé parce que si la CNAF fait une pression sur l'ensemble de son personnel pour réaliser du contrôle, il fait moins une pression sur la qualité de l'accompagnement et l'accès aux droits. Donc, euh, en réalité, ça joue beaucoup. Le management d'une équipe globale de la CNAF, ça joue beaucoup. Donc, on a travaillé aussi sur aller vers les gens, aller effectivement sur les questions de non-recours, dans la limite aujourd'hui, ce qu'a dit Delphine, c'est-à-dire qu'en réalité, en tout cas, les CAF ou la CNAF ne travaillent que sur les personnes qui ont fait une demande, en fait. Hein. Bon, c'est un peu compliqué, mais donc on ne va pas chercher d'autres types de personnes. Voilà. Maintenant, ce On peut. Ouais. qu'on peut constater quand même, globalement, c'est que les créations de postes dans les CAF, mais aussi à France Travail, en matière, par exemple, France Travail a augmenté ses équipes de contrôle de retour à l'emploi. Euh, la CNAF a augmenté ses équipes de recherche de lutte contre la fraude. Euh, ça, on le voit, mais en même temps, les équipes d'accompagnement sont plutôt affaiblies par rapport aux enjeux Et, aujourd'hui d'accueil du et public et aussi, d'aller vers on le peut public. mentionner dans les départements aussi, Henri, parce qu'il y a Oui, tous les travailleurs sociaux il y a des grosses pressions sur les travailleurs sociaux aussi, des départements, pour, entre guillemets, faire du chiffre. Je pense qu'il faut aussi mentionner ça. Je pense que le stress, il est aussi sur toutes ces oui, personnes. oui. On met tout le monde en stress sans forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans forcément d'efficacité et avec une création finalement ça génère une perte de confiance. Et si vous perdez confiance aux institutions publiques, il y a plein de choses qui vont se jouer après. Merci. Il y a une question sur les heures d'activité. Est-ce qu'elles se mettent réellement en place dans l'ensemble des départements pour le RSA? Est-ce que vraiment c'est effectif? Alors, je peux y aller aussi, Delphine, si ça te convient, excuse-moi. Euh, Bon, c'est vraiment. Alors, il y a un affichage de la loi, ça c'est quand même quelque chose d'important. C'est on fait un affichage, on annonce 15 heures d'activité hebdomadaire, et dans la réalité aujourd'hui, on assiste plutôt à profil bas sur ces 15 heures d'activité dans les départements. On fait pas de contrôle sur ces 15 heures d'activité pour l'instant. Enfin, pas beaucoup de contrôle sur ces 15 heures d'activité, mais en même temps, ou parallèlement, si vous voulez, il y a très peu d'offres concrètes pour les personnes. C'est vrai il y a plein de gens qui nous disent, moi, j'en ai marre, hein, je vais pas faire un atelier préparer, refaire votre CV. Ça fait 5 semaines que je vais faire un atelier refaire mon CV, donc ça va pas. Et en même temps, les personnes me disent, j'ai jamais eu un contact avec une entreprise directe. Si vous voulez, voilà, c'est vraiment les irritants aussi du système. Et puis après, on a fait un peu une usine à gaz, c'est-à-dire que en contrepartie de ces 15 heures d'activité, euh, si, euh, si vous engagez à ces démarches, telle ou telle démarche est l'équivalent de 5 heures ou de 10 heures d'activité qui ne sont Mm. pas, voilà. Et ça, c'est un peu un biais
comportementale sur les gens, c'est-à-dire qu'est-ce que, voire même aller voir son médecin pour aller mieux, c'est une activité presque, si vous voulez. Ou aller voir un psychologue, j'ai noté aussi dans les témoignages. Mais où est-ce qu'on va, si vous voulez? Alors on va dire, aller voir son psychologue, c'est 5 heures par semaine. Non, ça va pas, en fait. C'est, voilà. Par contre, l'effectivité de ces 15 heures est extrêmement différente selon les départements. Et en Mhm. réalité, il y a peu de propositions concrètes, intéressantes autour de ces 15 heures d'activité. Il y en a, hein, il y a des départements qui font des propositions, mais il y a, à mon sens, à notre sens, hein, avec le Secours catholique et Equitas, dans nos observations, on n'est pas à observer effectivement une offre qualitative qui pourrait être autour de ces 15 heures d'activité. On est contre les 15 heures d'activité, en plus, pour des tas de raisons, mais si quand bien même on faisait une proposition d'accompagnement solide, en fait, ces propositions sont très très basses, en fait, au niveau, au niveau concret. Et en Merci fait, beaucoup. les contrôles, pardon, les contrôles se font plus sur vous n'avez pas été à un rendez-vous, vous n'avez pas été présent à une action de formation. Les contrôles et les sanctions sont beaucoup plus faits sur ces questions d'objectivité que les questions des 15 heures pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions que je vous transmettrai évidemment ensuite. Mais il y en a une de Marc qui dit, ce que vous dites signifie-t-il que vous êtes contre la conditionnalité? Alors, tu viens de le dire, Henri, mais aussi contre le contrôle et les sanctions. Voilà, c'est Il faut, quoi le bon bien sûr, niveau de contrôle, etc. bien sûr qu'il faut lutter contre les fraudes, tout le monde est d'accord. Voilà, mais d'abord, luttons contre les vraies fraudes, celles qui coûtent vraiment beaucoup d'argent en fait aux finances publiques, et c'est pas celles des pauvres en fait. Quand on regarde les chiffres, les fraudes, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup des fraudes de bandes organisées, si je puis dire. C'est aussi des fraudes ben, de non-déclaration de travail, etc. Donc c'est quand même des employeurs ou des professionnels de santé. Pas non plus stigmatisés, mais bon, c'est ça les chiffres en fait. Hein. Et c'est plus facile en fait de traquer la faute, l'erreur d'une personne en précarité parce qu'on va récupérer voilà, plus facilement l'argent. Et en fait, la justice, on nous a même dit que bah, la justice en fait n'était pas capable de traiter en fait tous les dépôts de plaintes qu'il pouvait y avoir sur toutes ces fraudes. Donc ça interroge aussi parce que d'abord financièrement c'est complètement idiot. Et puis en plus, voilà, on stigmatise toujours plus les plus pauvres. Mais bien sûr que il faut du contrôle. Bien sûr qu'il y a des abus dans cette population-là, comme dans toutes les populations. Donc oui, bien sûr, faut un peu faut du contrôle, bien entendu. Merci. Sur la conditionnalité ou sur les conditionnalités, bon, ce qui se passe en fait, tous les témoignages que l'on a, sont des personnes qui ont besoin de stabilité dans leurs droits et stabilité dans leurs ressources. C'est ce qu'on appelle le droit à des moyens convenables d'existence. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas ça, on peut superposer plein d'autres choses. Vous êtes dans une situation difficile. Comment préparer un projet de retour à l'emploi sans avoir cette perspective un peu plus stable de ses droits, l'accès au logement, de ses droits pour vivre. Et en réalité, cette pression-là et cette conditionnalité, même les économistes ont démontré en Europe, elle ne sert à rien en termes de retour à l'emploi. Elle ne sert pas. Elle est assez inefficace. Et en plus, elle fait perdre du temps à tout le monde. Hein. Si, en termes de, de rationalité publique ou de service public, on fait perdre du temps à tout le monde dans ces contrôles. Alors effectivement, le système de confiance, alors, ça pourrait être comme ça assez bisounours entre guillemets, mais non. Je pense que à partir du moment où on assure des droits stables aux personnes, on voit tout à fait qu'elle commence à démarrer un projet professionnel fondé, précis, axé aussi sur ce qu'elle a envie de faire, parce que là aussi, on cale un peu des projets professionnels aux personnes comme si, voilà, on les renvoie des fois dans des métiers, attention, qui ne sont pas du tout ceux qu'ils souhaitent. Et donc, finalement, on voit que cette stabilité est plus forte, même pour un retour à l'emploi. Vous voyez. Donc, on pourrait philosopher sur les conditionnalités, mais dans la vie concrète aussi, on s'aperçoit ce que je veux, c'est savoir mes droits, au moins pendant un an, parce que vraiment,
beaucoup de personnes nous disent c'est pas possible d'avoir aucune vision si ça change tous les trimestres. C'est ça aussi qui est donné par les personnes. Une meilleure stabilité et à ce moment-là, un accompagnement de qualité s'il est nécessaire et un accompagnement adapté à ma personne, quoi, à ce que j'ai envie de faire aussi. À mon avis, c'est plus payant et en tout cas, les économistes disent ça en termes de retour à l'emploi si vraiment on voulait faire que du retour à l'emploi. Je ne suis pas que pour le retour à l'emploi non plus, mais voilà ce qu'on peut dire. Un grand merci à vous. Il est 9h29, donc on va devoir s'arrêter là. Je vais transmettre vos questions à Henri et Delphine. Et si vous souhaitez entrer dans un échange, parce qu'il y a aussi des témoignages sur la Seine-Saint-Denis, par exemple, etc. Donc, merci de laisser vos mails et je leur transmettrai évidemment tous les éléments. Un grand merci, Henri et Delphine, parce que c'était très clair et on voit bien que c'est, voilà, on aura probablement l'occasion de refaire un webinaire sur le sujet, peut-être l'année prochaine pour faire un point d'étape sur tout ça. Mais en tout cas, c'était très suivi, donc un grand merci pour votre présence aussi à toutes et tous. Le webinaire, il est disponible ensuite en replay, peut-être cet après-midi ou demain, en tout cas très rapidement, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous également. Merci beaucoup, bonne journée à toutes et tous et à bientôt et bel été.